Bonjour à toi, cher auditeur et spectateur, bienvenue sur ma chaîne Le Vénérable Apprenti. Je suppose que si tu en arrives à ce contenu, c'est que tu as de l'intérêt pour la géopolitique et entre autres pour les conflits de civilisation, voire la décivilisation. Et je te propose aujourd'hui la dernière partie du Front populaire de décembre 2024 avec le sommet de Kazan. La domination occidentale sur le monde est terminée et la décivilisation en deuxième partie. N'hésite pas à soutenir et pourquoi pas à commenter si le cœur t'en dit. Comme chaque année, les pays des BRICS se sont réunis pour un sommet, cette année à Kazan. Une trentaine de nations du Sud global se sont retrouvées dans les terres de Vladimir Poutine. À la barbe de l'Occident, notre contributeur Georges Kuzmanovic était sur place. Le journaliste pose la question. Vous avez assisté en octobre au sommet de Kazan. Pourquoi êtes-vous allé là-bas et qu'avez-vous appris de plus sur place ? Georges Kuzmanovic répond. J'étais intimement convaincu que quelque chose de colossal allait se dérouler à Kazan et que cet événement fondamental dans l'évolution de notre monde allait être ignoré par nos médias de masse ou rapporté de manière biaisée. Je ne me suis pas trompé, ni sur l'un ni sur l'autre. Je souhaitais explorer de manière approfondie les évolutions géopolitiques qui se dessinent à l'échelle mondiale, en particulier la manière dont les pays du Sud global s'organisent face à un ordre international en pleine mutation. J'étais motivé par le besoin de comprendre comment cet événement pourrait influencer les relations internationales à l'avenir en mettant en lumière les aspirations des nations souvent marginalisées dans les dialogues dominés jusqu'à présent par l'Occident. À Kazan, j'ai été frappé par l'atmosphère d'optimisme et d'engagement qui régnait parmi les délégués représentant 36 pays. Ces leaders étaient déterminés à promouvoir un agenda axé sur la coopération, le respect mutuel, la souveraineté des États membres, l'égalité fonctionnelle dans le cadre des BRICS, le refus des sanctions internationales illégales au regard du droit international, on l'oublie souvent en Occident, en opposition à l'hégémonie unipolaire des États-Unis. Ce fut l'occasion de constater à quel point les participants étaient conscients des défis auxquels ils faisaient face, notamment en ce qui concerne le développement économique, la sécurité alimentaire et l'intégration régionale. Le journaliste poursuit. Le sommet des BRICS a lieu tous les ans depuis 2009. Ce sommet de Kazan de 2024 a-t-il été particulier ? Georges Kuzmanovic répond. Il a été particulièrement significatif en raison de son caractère BRICS+, c'est-à-dire Brésil, Russie et Chine, Afrique du Sud, que l'on connaissait, plus 5 pays arabo-musulmans qui s'y sont ajoutés, qui a permis d'élargir la participation à des pays observateurs cherchant à rejoindre l'organisation. Cet élargissement témoigne d'un intérêt croissant pour les BRICS, en particulier parmi les pays du Sud global, qui voient dans cette coalition une opportunité de redéfinir leur place sur la scène mondiale. Les BRICS, c'est maintenant 10 pays. Donc les BRICS que l'on connaissait jusque-là, et depuis le sommet de Johannesburg, en 2023, il y a les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et l'Arabie saoudite, même si la participation de ce pays n'a pas été formellement ratifiée, et cela marque un tournant stratégique, car ces pays apportent une diversité de perspectives, de puissance et d'expériences qui enrichissent le dialogue au sein des BRICS. Le caractère BRICS+, a eu pour conséquence que 26 autres États étaient observateurs. Parmi eux, 13 ont été approuvés pour rejoindre un deuxième cercle des BRICS, les États partenaires, bénéficiant d'avantages particuliers en termes de finances internationales et d'investissement. Il s'agit de pays d'une grande importance en termes géostratégiques, démographiques, économiques et ou de ressources. D'abord, et ni plus moins que la Turquie, deuxième armée de l'OTAN, l'Indonésie, la Malaisie, le Kazakhstan, le Nigeria, le Vietnam, mais aussi l'Algérie, la Biélorussie, Cuba, la Bolivie, l'Ouzbékistan, la Thaïlande, le Vietnam et l'Ouganda. Les discussions à Kazan ont porté sur les questions cruciales telles que la nécessité de développer un système économique alternatif qui repose moins sur le dollar et davantage sur les monnaies locales. Ce sommet a également été marqué par des rencontres bilatérales historiques comme celle entre Xi Jinping et Narendra Modi, qui a permis de résoudre un conflit frontalier vieux de 4 ans
et de le manifester dans le cadre BRICS. Cela illustre la capacité des BRICS tout en avançant vers des objectifs communs. Les BRICS sont une réunion de pays fonctionnant selon l'adage du général de Gaulle, à savoir, je cite, « Les pays ont des intérêts, pas des amis ». Fin de citation. Ce n'est pas un bloc, contrairement à l'Occident, c'est un club de pays ayant des intérêts parfois très divergents. En somme, c'est une sorte de nouvelle ONU qui se donne à voir face à une paralysie d'une ONU dominée par les USA et incapable de régler quoi que ce soit dans le monde. La présence d'ailleurs de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, et reçu comme un chef d'État à part entière, a été d'une portée symbolique considérable. De plus, les engagements pris lors de ce sommet ont été précédés par des centaines de réunions illustrant l'organisation minutieuse des BRICS et durant lesquelles plus de 1300 résolutions concrètes ont été adoptées. Cette dynamique a renforcé le sentiment que les pays participants ne sont pas simplement des acteurs isolés, mais qu'ils partagent des intérêts stratégiques et économiques en commun. Le cas a été particulièrement flagrant pour la Russie, qui est tout sauf isolée sur la scène internationale, aux grandes dames des chancelleries occidentales. En ce sens, le sommet de Kazan s'inscrit dans une tendance plus large vers l'établissement d'un ordre mondial multipolaire et multilatéral, entre parenthèses multipolaire renvoyant à la géopolitique et multilatéral à l'instauration d'un nouvel ordre économique, où les pays du Sud sont capables de défendre leurs intérêts face aux puissances établies. Petite parenthèse. Nous voyons que la Chine, depuis un certain temps, travaille à une monnaie numérique et voudrait remplacer l'hégémonie du dollar. Le dollar s'effondrant par une surimpression, une mauvaise stratégie au niveau de la masse monétaire et des pays, au niveau du pétrole, de la production du pétrole, qui veulent se détacher de la mainmise des Américains et qui voudraient peut-être trouver une autre monnaie. Alors, nous, on se rappelle, il y avait le PDG de Total à l'époque, Christophe de Margerie, qui avait travaillé sur ça pour, je crois que c'était le pétro-euro, oui, zigouillé. On a eu un autre personnage important, DSK, Dominique Strauss-Kahn, pareil, il voulait renverser le pétrodollar pour le pétro et une autre devise. Il a été renversé dans un hôtel. On va voir ça comme ça. Il y a eu un troisième acteur dont je n'ai plus le nom en tête. Pareil, un destin assez tragique. Et finalement, pour l'instant, c'est l'Amérique qui reste avec son pétrodollar. Mais il faut savoir que le jour où l'or noir s'éclipse pour aller ailleurs ou sous une autre devise, eh bien les Américains, le dollar ne sera plus aussi fort. Et donc Donald Trump a anticipé cela et on a même vu des Français s'y intéresser, entre autres Sarah Knafo, je crois qu'elle s'appelle, la compagne de Zemmour, si je ne dis point de bêtises, ou en tout cas l'une de ses proches. Eh bien, ils se sont rendus en Amérique, entre autres, pour parler des crypto-monnaies. Parce qu'il faut savoir que d'ici peu, ça va être une banqueroute internationale. Je vous explique. En fait, les banqueroutes, pendant longtemps, ça a été des États qui étaient, entre autres, dirigés par des rois, se faisant prêter par des gageurs et d'autres personnes privées, des riches familles. Ils arrivaient à trouver leur stratégie. Et quand ils faisaient banqueroute, eh bien, en fait, ils faisaient le tri de la bonne et de la mauvaise dette. C'est-à-dire, parmi tous les créanciers, eh bien, il y en a certains à qui on va rendre l'argent et d'autres non. Alors, sur des critères établis, structurés, je vous en parlerai prochainement, un livre entre autres de Ruffin, même si je ne l'apprécie pas forcément, c'est assez intéressant quand il parle de la banqueroute. Et le truc, c'est que là, ils veulent faire la même stratégie, sauf que ceux qui prêtent, ce ne sont plus des familles privées, ou encore, on n'est plus sous la directive d'un roi, on est dans une situation où il y a des banques centrales, d'accord, qui ont prêté après à certains taux d'intérêt à des banques privées, retenez bien ça. Et d'ailleurs, on a eu des contrats avec l'État, mais aussi on en a d'autres qui sont structurés, par exemple en France, avec des mairies, qui dépendent des fois plutôt de financement de collectivités. Et on pense notamment au scandale, je crois que ça s'appelait Daxia. Vous aviez 50% de prise au niveau de la Belgique, et la Belgique 50% de prise en France. Et à partir de là, ils faisaient des recettes sur les fluctuations entre les devises. Et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que tous les pays sont endettés au-delà du raisonnable.
que nous avons finalement une masse monétaire qui dépasse la vraie valeur de ce que peuvent produire tous les pays en une année. Donc il y a un problème, il y a trop de liquidités, trop d'argent en circulation, et comme je vous l'ai dit, le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, elles ne sont que de la spéculation, de la monnaie de singe, ce que l'on pourrait voir comme des titres fut une époque dans un système de Ponzi. C'est-à-dire, ah tiens, tu me passes 20, je vais t'en rendre 40. Reviens demain et ramène des collègues à toi et tu vas voir, on va faire fructifier une certaine économie. Mais tout ça, ce n'est qu'un marché de tulipes. Vous voyez, c'est-à-dire, on achète même des tulipes avant qu'elles soient en terre. C'est-à-dire, avant qu'elles n'aient une vraie valeur matérielle, on les prend et on en fait des bouts de papier que l'on vend sur des productions pas encore disponibles. Eh bien, la visée du Bitcoin, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que au tout début, on nous appelle à une émancipation, à une certaine force qui retourne dans le peuple, et au fur et à mesure, il y a des gros poissons qui rentrent dedans. Et ces mastodontes sont capables, par des ventes, à des moments précis, et même par arrangement entre hedge funds, ce qu'on appelle des fonds d'investissement, eh bien de faire l'effet de bascule. C'est-à-dire, ils rentrent par exemple à 50 000, ils t'en prennent, je sais pas, quelques centaines de milliers d'unités, imaginons, sur un bloc défini, d'accord, c'est-à-dire sur une quantité qui est définie et non infinie, ce qui va créer une rareté, donc un certain produit, un certain prix. Et à partir de là, il y a d'autres acteurs qui vont rentrer, qui vont voir les cours monter et les premiers spéculateurs engendrer un peu de bénéfices. Et petit à petit, il faut rentrer tous les autres qui sont crédules. Et certains, même à crédit. Et en fait, c'est le même système que lors de la pyramide de Ponzi où il y avait des agences de notation. Là, je pense à... Enfin, c'est Ponzi, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Peut-être, ouais, je pense. Des triple A, qui en fait sont des produits en triple B ou en triple C, vous voyez, par des agences de notation, qui viennent à tromper le visage, le visuel des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur vend face à eux des commerciaux qui vont leur assurer une sécurité en achetant des produits, on va dire, qui ne sont pas à grand risque. Or, plus il y en a sur le marché, plus on se rend compte que les agences de notation, eh bien, elles ont trompé. C'est-à-dire, au lieu que ce soit du triple B avec une certaine probabilité de risque, imaginons à 20 ou 30%, on se retrouve avec du triple A, à 10% de risque, donc assez alléchant pour les investisseurs. Et au final, bien, pendant la crise des subprimes, avec, entre autres, ces agences de notation sur l'immobilier et sur l'espérance de ces crédits-là à hypothèque, c'est-à-dire tu payes pas, eh ben, on hypothèque ton bien, on te vire de chez toi illico presto, hein. C'est pas la France. Ça a fait s'effondrer le marché. Derrière, il y avait également des gens qui étaient sous crédit, qui avaient fait ça, donc qui ne pouvaient pas rembourser la banque, et bien d'autres encore investissements qui sont transformés finalement en enfer. Et on a eu Lehman Brothers en 2008. On a pu retrouver par le passé bien d'autres mouvements spéculatifs encore. Donc ce que je vous dis, pour être clair et rester précis, ne pas vous perdre dans ma pensée, c'est que les crypto-monnaies, blockchain, etc., ça c'est des fonds spéculatifs. Ça va sauter, retourner à zéro. Par contre, les États travaillent, eux, à avoir leur propre crypto-monnaie qui sera régulée et qui ne pourra pas varier comme ça du jour au lendemain sur un marché. D'accord? Il y aura des différences au niveau des devises comme on a aujourd'hui l'euro, le yen ou encore le dollar ou le franc suisse, voyez. Certains jours, l'euro va être plus fort selon ce qui se passe dans sa zone et son activité économique et le plein emploi et ce genre de choses. Et à d'autres instants de l'année, ça va descendre. Et ils vont travailler à ça. Je vous disais déjà en 2017-2018 que la Banque de France travaillait à l'euro numérique, d'accord, en relation et expérimentation avec la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde, elle en a parlé. D'accord, je ne rappelle pas qui est cette personne. Van der Leyen également commence à avancer les choses. Ils sont même en train de statuer, puisqu'ils s'aperçoivent que les gens veulent économiser et n'investissent pas des fois à prendre des risques et donc à réinjecter l'argent dans l'économie réelle, on va dire ça comme ça. Donc ils veulent limiter soit à 500 unités de crypto-euros que tu aurais de côté. Après ils ont dit non, c'est trop faible. On autorisera 3000 euros de côté. Au-delà, on peut se douter qu'il y aura certainement des taxes qui seront appliquées ou ce genre de choses, puisque tu ne mets pas ton argent en circulation et à ce moment-là, tu crées un certain déficit dans la masse monétaire. Et c'est pour t'inviter à ne plus avoir un capital, mais de l'investissement dans des services. Oui, je vous ai dit, quand au Forum économique mondial, le WEF, on a eu une personne qui nous a sorti un billet, donc un article. Et elle a dit, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est pas que vous serez
comment dirais-je, avec 0 € de côté, avec rien. En fait, c'est qu'on va vous inviter à passer d'une société de biens, là vous avez l'habitude, je sais pas, d'acheter un ordinateur, d'acheter une voiture, ou encore bien d'autres choses, à une société de services. Vous serez dans la location de biens qui appartiendront à la communauté humaine, un peu comme dans le communisme, à travers des entités qui auront ces biens. D'accord ? Et comme les entités, eh bien, pour acheter du matériel, créer de la dynamique professionnelle et ce genre de choses, elles n'ont pas une manne financière illimitée, le bénéfice que vous ferez par votre labeur, vous pourrez mettre une partie de côté, en capital sécurisé, mais tout le reste, si vous ne voulez pas être taxé, vous devrez prendre des risques, tels des investisseurs, et injecter dans le marché. Et ça, c'est ce qui est souhaité. Et pour revenir à la Chine, puisqu'on était sur ce mouvement des BRICS qui veulent renverser l'Amérique et ce gendarme du monde, du côté de l'Amérique, il faut voir une chose intéressante. Du côté, de la Chine, il faut voir qu'ils travaillent sur le yuan, et en fait, ils rêvent d'une nouvelle monnaie qui pourrait être internationale et qui fonctionnerait comme un système de change. C'est-à-dire que, au lieu de prendre des risques, c'est assez étrange ce que je dis, mais au lieu de prendre des risques, à dire par exemple, tiens, on va acheter, on va vendre tant de quantités en dollars aux Américains, vous voyez, puis quand le jour où on est en conflit avec les Américains, il y a un problème. On se retrouve avec tout un tas de papiers chez nous, et si on est en conflit chez eux, ça vaut plus rien, quoi. Ou si on fait descendre leur monnaie, bah merde, on se retrouve comme des cons. Alors ils essayent de trouver un système de plateforme. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'acheter, les gens t'achèteraient en dollars, mais immédiatement, ça serait retranscrit, modifié en écriture scripturale dans des achats, je sais pas, en pourcentage dans des entreprises. En fait, tu te retrouverais plus comme actuellement avec une certaine masse monétaire. Tu te retrouverais avec des parts de marché dans des entreprises, avec des stocks, je sais pas moi, de contrats pour la bouffe, tu vois, pour le blé. Des stocks, je sais pas si on peut appeler ça des stocks options, mais des stocks, comment dirais-je encore, pour des terres rares, pour de l'or, pour bref, des choses qui ont de la vraie valeur, si je puis dire. Fini le papier ou les écritures qui n'ont aucun intérêt. Ça va plus loin. Et je pense que c'est dans ça qu'ils travaillent. Et faut voir quand même que la Chine laisse entendre que ça sera de son côté un ordre multipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, elle écoutera tout le monde à sa table. Mais regardons déjà comment fonctionne le régime de Xi Jinping. Je veux dire, regardons leur pays, comment il s'est instauré, soi-disant, en démocratie. Il n'y a aucune démocratie là-bas. C'est une dictature. Il y a même une application où si tu critiques leur gouvernement, etc., tu perds des points. Il y a une notation sociale. Et pour en regagner, il faut regarder par exemple des vidéos à l'effigie de Xi Jinping ou du parti et de dire que c'est le meilleur pays, c'est le meilleur parti, quoi. Et eux t'expliquent après à l'international qu'ils sont à l'écoute de tout le monde et qu'ils vont faire en sorte que chacun ait sa propre voix à table et qu'elle soit entendue. Mais ça, c'est pour se moquer des gens. Oui, c'est pour avoir des alliés, renverser la donne du côté des Américains parce que ça y est, ils commencent à perdre quelques terrains, quelques places sur la planète. Hop, ils se reculent au niveau des territoires. Et la Chine, c'est une fausse promesse qu'elle leur fait. Oui, c'est un commercial qui arrive, qui vous vend les belles choses, mais qui oublie de vous dire qu'il y a des astérix un peu partout. Et à tes risques et périls, si je puis dire. Regardons la suite. Ce contexte élargi, et cette volonté collective, alors juste j'étais sur la banqueroute, pour vous expliquer que de toute façon, il va y avoir un renversement des économies que l'on connaît actuellement vers des crypto-monnaies d'État, et qu'il y aura donc une limite de ce que tu pourras coffrer. Voilà. Tu ne seras pas libre de tes mouvements. On arrive petit à petit dans un communisme. Oui, c'est un néologisme que je vous donne, c'est-à-dire que vous avez le communisme, et à la Lénine, à la Staline, si on peut voir ça comme ça, oui, avec les soviétiques socialistes, les sectaires, là, dans leur système sanguinaire, eh ben, ces gens-là, ils voulaient pas de patron, pas de religion. D'accord ? Finalement, ils ont vu que les deux, ça marche pas. Il faut quand même un certain patron qui tient les rênes, et l'humain a besoin d'une quête de vérité, d'un côté spirituel. Donc, il s'attache au New Ageisme, à créer des choses nouvelles. Le yoga, les croyances, par exemple, une époque de spiritisme, des jeux de tarot, bref, toutes ces choses-là qui arrivent. Et ça ne marchera pas. Il leur faut quelque chose de plus solide et des gens déterminés. Bah bingo,
Ils ont face à eux, dans leur nouvelle alliance, des gens qui rêvent d'une Oumma, donc d'un islam qui imposerait la charia. C'est la loi de l'homme finalement hein, qui s'applique, c'est-à-dire tu voles, on te coupe une main, tu trompes ton mari, eh bien on te lapide, hein, place publique, on te jette des pierres dessus. Ça c'est des lois humaines. Hein. Enfin on nous dira que c'est des lois de Moïse, soi-disant, j'y crois pas un instant. Hein. D'ailleurs quand Jésus y vient, il n'abolit pas, il accomplit, et en l'occurrence, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il n'y a plus personne. Donc pour moi, il y a des choses qui ont été tronquées dans l'histoire en effet. Ce qui est d'ailleurs assez étrange, certains se saisissant de la Torah, disant que les rabbis l'ont modifié et disant que pourtant, si, c'est bien inscrit que Moïse a dit ça. Faut savoir, c'est modifié ou c'est pas modifié? Ok. Bon. Ça, c'est un esprit de logique que nous devons tous avoir pour ne pas être des fanatiques, ni être dans l'hérésie non plus. Pour en revenir au sérieux de mes propos, là où je vous emmène, c'est de vous faire comprendre qu'ils vont avoir besoin d'un socle religieux déterminé, croyant faire le bien, et finalement, ça sera le communislamisme. D'accord? Le communisme avec l'islam. Donc on joint les deux et on arrive au néologisme du communislamisme. Regardons la suite. Ce contexte élargi et cette volonté collective d'avancer vers un avenir commun en font un événement marquant, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Ce fut, par ailleurs, l'occasion de constater combien ils sont liés de manière invisible mais palpable par le sentiment de revanche face à leur passé colonial imposé par l'Europe ou les États-Unis et leur désir farouche d'y mettre un terme dans ces formes néocoloniales. Donc toujours dénoncer le méchant blanc, le méchant occidental, et omettre toute l'histoire de la traite intra-africaine, ou encore des traites qui existaient en Mésopotamie, des Égyptiens sur leurs voisins, ou des Saoudiens encore actuellement, hein, pour faire leur Neom ou The Line. On a appris que c'est au moins 100 000 personnes qui ont été exploitées, au moins une dizaine de milliers de personnes qui ont disparu des chantiers, on ne sait même plus où ils sont, s'ils ont été tués, s'ils sont morts de travail, ou bien d'autres misères encore. La plupart des travailleurs asiatiques, mais ça, faut pas montrer du doigt apparemment ce qui se passe en Arabie Saoudite, vous voyez. Copinage avec tout ce mouvement de l'Est rouge. C'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. L'islam, soi-disant verdoyant à l'extérieur, mais sanglant à l'intérieur dans sa vraie dimension ésotérique. Pareil pour le communisme. Ah, c'est vert à l'extérieur, hein, c'est socialiste, c'est verdoyant, mais à l'intérieur, ça fait couler le sang tout autant. Les deux ayant d'ailleurs la haine des chrétiens, comme quoi ils arrivent des fois à se joindre. Lisons la suite de l'interview. Poutine, Xi Jinping, Modi, Erdogan, une partie de la presse occidentale parle d'une poignée d'autocrates pour un sommet Potemkin, selon Challenge. Qu'en pensez-vous? Georges Kuzmanovic dit « L'étiquetage du sommet de Kazan, comme un sommet Potemkin, par certains médias occidentaux, révèle une incompréhension profonde des dynamiques à l'œuvre. Cette vision simpliste et condescendante qui assimile les dirigeants présents à des autocrates isolés, dans un décor façonné pour donner une illusion de pouvoir, passe à côté de la réalité complexe de la coopération internationale actuelle et montre combien l'Occident est encore pétri d'une hubris, d'une démesure qui ne repose plus sur grand-chose. Les leaders comme Poutine, Xi Jinping, Modi, Erdogan représentent des pays qui ont des enjeux réels et des ambitions légitimes sur la scène mondiale. Quant au caractère dictatorial, les pays comme le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud apprécieront. Loin d'être une simple vitrine, le sommet est un forum pour des discussions franches sur des problématiques cruciales telles que la souveraineté nationale, la sécurité et la nécessité d'un ordre mondial équitable où le Sud global aurait la place légitime qui lui revient relativement à sa population, soit 54% de l'humanité, était représentée à Kazan, c'est-à-dire pas loin de 4,5 milliards d'humains représentés par leurs dirigeants à ce sommet de Kazan, et de son poids économique qui dépasse largement maintenant celui du G7. Les médias occidentaux, en insistant sur des traits autoritaires de certains dirigeants, semblent ignorer le fait que ces nations partagent un intérêt commun à s'opposer à une hégémonie perçue comme néocoloniale. Ce sommet a permis aux pays du Sud de revendiquer leur place dans un système international qui les a souvent exclus, et ce en favorisant un dialogue basé sur l'égalité et le respect. Ainsi, au lieu de dénigrer les intentions de ces pays, il serait plus productif de reconnaître la légitimité de leur aspiration et leur volonté de collaborer pour un avenir commun
éloigné des tensions et des antagonismes qui caractérisent souvent les relations internationales dominées par l'Occident. Les critiques émises par la presse occidentale doivent être replacées dans le contexte plus large des tensions géopolitiques, où les pays du Sud cherchent à bâtir des alliances basées sur des intérêts communs, tout en revendiquant leur autonomie face aux pressions extérieures. Alors, je bois un petit coup, on est déjà 25 minutes. Ok. Le journaliste va poser le dilemme qui suit. Le monde semble avoir davantage les yeux rivés sur les dernières élections américaines et la victoire de Trump que sur ce sommet de Kazan. Peut-on dès lors parler d'un nouvel ordre mondial en cours de constitution ? Georges Kuzmanovic répond. La focalisation des médias occidentaux sur les élections américaines, au détriment du sommet de Kazan, illustre une dichotomie inquiétante dans la perception des enjeux géopolitiques contemporains. En effet, le sommet de Kazan représente un tournant significatif dans la constitution d'un nouvel ordre mondial où les pays sud-global cherchent à s'unir pour redéfinir les règles du jeu international. Les médias occidentaux ne se sont pas plus rendus compte qu'ils n'ont pas vu la vague républicaine et trumpiste déferler sur l'Amérique. Il ne fait aucun doute que le nouvel ordre mondial en cours de constitution repose sur les fondements d'une multipolarité où les voix des nations émergentes sont entendues et respectées. Ce processus, bien que complexe et semé d'embûches, est d'une importance cruciale pour établir un avenir international où les intérêts de tous les pays sont pris en compte, en opposition à un modèle dominé par quelques puissances. En fin de compte, les événements à Kazan illustrent que la dynamique mondiale est en train de changer et que le Sud global est prêt à revendiquer un rôle central dans cette transformation. Parenthèse, est-ce que selon vous on pouvait s'y attendre ? Alors, pas seulement un oui ou un non. Il y en a qui vont me dire, c'est un empire, l'Amérique, et comme la Rome antique, elle naît, elle arrive à son apogée, elle décline, finalement comme toute civilisation. Ok. Mais je veux dire, de façon spirituelle ou religieuse, pouvait-on anticiper que l'Est viendrait à prendre le pouvoir sur l'Ouest ? Je pense que oui. En fait, dans l'Apocalypse, dans la Révélation, pour vous répondre, eh bien, il y a le grand dragon qui va donner l'autorité à la bête. On a vu que la bête, c'était l'islam. Qu'est-ce que le grand dragon maintenant ? C'est la représentation de la Chine. Et qui est en train de renverser la donne à l'international pour donner autorité justement à cette bête immonde ? C'est bien la Chine. Donc nous étions informés en chrétiens qu'à la fin des temps, l'Allah se conviait, dans ces moments délicats, allait se produire. Et alors on peut dire Alléluia, parce que ça signifie qu'on est dans la vraie prophétie, c'est-à-dire d'un Jean de Patmos, qui, après avoir été apôtre de Jésus-Christ, l'entend à sa résurrection, écrit finalement pour les personnes qui seront dans la révélation dans ces temps, peut-être où nous sommes actuellement, et nous indique que la grande Babylone se lèvera, et que pour cette bête immonde que représente l'islam, il y aura le grand dragon qui lui donnera l'autorité, c'est-à-dire la Chine. Et là, depuis des années, l'islam, ils étaient dans le pétrin. Leur seul moyen de reprendre et d'avoir un nouveau dynamisme, c'est la Chine. C'est elle qui va les porter. Donc c'est incroyable. On peut dire Alléluia, et ça confirme que lui est un vrai prophète comparé à Mohammed qui n'est en rien un prophète, voyez. Il a fait des agissements qui ne sont même plus valables aujourd'hui. Lisons la suite. Le sommet a donné lieu à la déclaration de Kazan. Il ne semble pas y avoir des mesures majeures. Que faut-il en retenir ? Georges Kuzmanovic. Ce serait ne pas comprendre la portée de l'événement. Je suis certain que plus tard, les historiens écriront qu'il y a un ordre international kazanien, comme il y eut un ordre international westphalien à partir de 1648. Oui, c'est très exactement cela. Malgré la déclaration finale qui ne rend pas bien compte des mesures concrètes qui ont été prises, celle-ci constitue néanmoins un document symbolique majeur dans le cadre des discussions sur un ordre mondial multipolaire. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg BRICS. Ignorer les 1300 résolutions, l'extension des BRICS, les avancées majeures de la nouvelle banque de développement, NBD plutôt, qui concurrence déjà le Fonds monétaire international, FMI, est une faute intellectuelle. Cette déclaration souligne des principes fondamentaux tels que le respect de la souveraineté nationale et l'égalité entre les nations, des valeurs essentielles qui ont été au cœur des discussions au sein des BRICS, en affirmant ces principes
les membres des BRICS montrent leur volonté de s'éloigner des logiques interventionnistes qui ont souvent caractérisé les relations internationales dominées par l'Occident. Nous assistons à la fin de la domination occidentale sur le monde. La domination européenne, puis américaine, qui a commencé en 1492 avec Christophe Colomb, s'est accélérée avec la révolution industrielle, donc là, 18e siècle, 17e je pense, avec la révolution depuis la Grande-Bretagne, l'Enclosure Act, je ne sais plus si c'était 17e peut-être même, et l'extension de la colonisation au début du 19e siècle, et a connu son apogée pendant les 4 décennies du monde unipolaire états-unien. Ça y est, c'est terminé. C'est colossal. Le sommet de Kazan est la pierre angulaire. Ce document est aussi appelé, finalement, est un appel à une coopération renforcée entre les pays participants, mettant en avant la nécessité d'établir des partenariats équilibrés basés sur la confiance et le respect mutuel. La déclaration s'inscrit dans un processus plus large de réévaluation des relations internationales où les pays du Sud global aspirent à faire entendre leur voix et à participer à leur définition des normes qui régissent les interactions internationales. Ainsi, même si les mesures spécifiques peuvent sembler limitées, la déclaration représente un pas vers une plus grande autonomie et une volonté collective de construire un système économique alternatif où chaque pays peut interagir sur un pied d'égalité. En somme, la déclaration de Kazan doit être vue comme une étape vers un avenir où la coopération entre nations se fera sur la base de principes d'équité et de justice plutôt que sur des logiques de domination. Ce faisant, elle incarne l'espoir d'une nouvelle ère de relations internationales où le dialogue et la collaboration prévalent sur les conflits, les confrontations et les sanctions. La déclaration peut servir de référence pour les futures négociations et décisions en rappelant à tous et à tous les participants l'importance d'unir leurs efforts pour construire un monde plus juste, plus équilibré et, de facto, par son respect des règles internationales et des institutions internationales existantes, OMC, GT, FMI, ONU. Mais en demandant que les pays du Sud global y soient mieux représentés, la déclaration se présente comme un piège tendu à l'Occident. Les participants y déclarent à la face du monde et des pays non encore présents, je cite, « Voyez, nous demandons une place légitime qui devrait être la nôtre à un Occident qui doit renoncer à sa domination, son hégémonie et jeter ses oripeaux néocolonialistes. » Fin de citation. Entre les lignes, il faut lire, je cite, « Nous, BRICS, jouons le jeu, mais si l'Occident refuse, nous mettons les outils en place pour isoler l'Occident et en particulier l'Europe. » Fin de citation. La balle est dans le camp occidental. Je me rendrai à Rio pour suivre le sommet du G20, comme je l'ai fait à Kazan pour le sommet des BRICS, pour découvrir quelle sera justement la réponse occidentale, crispation sur un monde qui n'est déjà plus, ou adaptation au nouveau monde multipolaire et multilatéral qui est déjà là. Propos recueillis par Maxime Lenagar. Alors, hop, on va aller un peu plus loin. Il y a tellement de choses à lire dans ce numéro, pour une fois, qui est très intéressant. L'Occident, fin de partie, par Chantal Delsol. Donc on voit un Superman qui volait dans les airs et qui retourne dans la position d'un penseur philosophique grec. Nul n'a été plus loin que l'Occident dans l'unification du monde, et pourtant, il a échoué. Le gris-gris universaliste a fait long feu et les nations désenvoûtées comptent bien, désormais, faire valoir leur opinion dans l'âge identitaire qui s'ouvre. L'Empire occidental a duré plusieurs siècles et s'est étendu au monde entier. Il a régné par la conquête et surtout par le soft power, ce qui en fait au premier chef un empire culturel. Rappelons la définition la plus claire du soft power, donnée par Joseph Nye. L'attraction culturelle, la séduction et l'attirance. Bien sûr, nous avons conquis par la force et dans toutes les directions, mais surtout par la séduction. Il n'y a pas un coin de la terre qui ne se demande jusqu'où il lui faut s'occidentaliser pour être moderne sans perdre sa culture. Grand penseur de la civilisation, Oswald Spengler avait raison de dire à son époque, je cite, « C'est la seule culture qui soit en train de s'accomplir de nos jours sur cette planète. » Fin de citation. L'Occident a justifié cet empire par l'universalisme de ses principes qu'il pensait valables pour tous les humains de la Terre. Et la séduction qu'il a inspirée semblait légitimer l'universalisme revendiqué. À présent,
après plusieurs siècles de soft power, le monde entier vit à l'occidental ou le souhaite. On voit apparaître les mises en cause de cette situation à partir de la fin du XXe siècle. C'est très récent. Jusque-là, les Occidentaux faisaient signer partout des chartes des droits de l'homme, sauf, on rappelle, l'Arabie Saoudite qui n'a pas ratifié le document au vu de ses agissements contre l'humanité. Au tournant de ce siècle, les choses ont changé. L'Occident est accusé de vouloir imposer sa particularité sous couvert d'universel. Alexandre Zinoviev, par exemple, écrit « L'occidentisme, essai sur le triomphe d'une idéologie » en 1995. Depuis une trentaine d'années, les accusations ne se comptent plus. À ce point qu'on assiste à une sorte de revanche des pays du Sud global, honteux et furieux d'avoir été pendant si longtemps culturellement colonisés. Ils tournent en ridicule les constructions juridiques internationales créées par l'Occident. Poutine se rend tranquillement en Mongolie en septembre 2024 alors qu'il est sous mandat d'arrêt international. Ils ironisent sur l'idéologie du pacifisme international voulu par l'Occident. Par exemple, le colloque de Vilnius en 2024 pour le 3e centenaire de la naissance de Kant a pour titre, je cite, « La loi morale en moi, les drones au-dessus de moi ». Fin de citation. La cancel culture ou wokisme exalte toutes les particularités culturelles et récuse l'universalisme. Il n'y a plus de vérité, seulement des narratifs, des récits, qui correspondent aux croyances particulières. La désaffection de l'universel touche même la science. La mise en cause de l'Occident est une récusation de l'idée de vérité, dans tous les domaines. La chute présente de l'Occident, et de ses prétentions universelles, ainsi que l'explosion des particularités nationales, revendiquant chacune sa spécificité et sa raison propre, rappelle ce qui se passa au moment de l'écroulement de l'Empire romain, ce que je vous faisais en parallèle tout à l'heure. L'impérialisme romain est une prétention à l'universel, autrement dit à la civilisation, celle que les autres peuples barbares sont heureux de rallier. Et la lente chute de Rome est une mise en cause de l'universalisme romain, parce que les nationes sont opprimées par l'Empire et cherchent à s'en dégager. Alors, on rappellera le côté des Romains avec les Huns. Dans ma mauvaise lecture, je disais les Huns, vous voyez, H-U-N-S, qui ont fait rentrer les barbares dans leur territoire, tentant d'augmenter entre autres leur corps armé, et finalement se sont retrouvés avec un évincement du peuple résultat, et petit à petit une faille, et une autre interstice, et une autre faille. Et voilà que c'est l'effondrement de ce bloc solide. Pour l'Occident, c'est pareil. On était puissant, puis il y a eu des mauvais agissements de socialistes qui sont traîtres à leur peuple résultat. Donc ces gauchistes, sous couvert d'humanitaires, qui veulent aller éduquer ceux qu'ils voient comme des sous-civilisés, ou des barbares, ou des pauvres, ou bref, tous les qualificatifs qu'ils peuvent donner. Et il s'est avéré que par leur mission, ils ont voulu aller coloniser des terres qui ne nous étaient pas du tout bénéfiques. Il suffit de lire, entre autres, Gustave Le Bon avec la psychologie du socialisme, voir à quel point ils nous ennuient sur tous les terrains. Et on en arrivait après à des plans comme Kalergie, voyez-vous, Koudenov qui veulent nous faire avaler la couleuvre, comme quoi ils sont là pour notre bien, et finalement pour métisser les peuples, à la fois métisser au premier terme ethnique, métissier au deuxième terme, c'est-à-dire finalement le métissage par le côté de la pigmentation, c'est ce que je veux dire, en dehors de l'ethnie, et également le côté culturel, et enfin pour abolir la chose du cultuel chrétien en un dogme universel, entre autres, croyons aux doctrines abrahamiques. Chrétiens, juifs, musulmans, tous main dans la main, coexistence, voilà, à peu près ce qu'on nous laisse entendre. Plus après l'abolition pour d'autres des religions. Parce qu'il faut savoir que là, on comprend très bien. Une nation qui offre son peuple résultat à bien des gens qui viennent un peu de partout, vient s'effondrer. Parce que chacun vient comme il est, oui, c'est un McDo, quoi. L'autre, il vient avec son costume, l'autre, il vient avec sa tradition, l'autre, il vient avec sa façon de manger, l'autre encore, il vient avec ses interdits alimentaires. Bref, chacun veut y ajouter son grain. Ce qui donne un mauvais résultat, oui. C'est les revendications, moi, mais il n'y a pas de nous. Et ça pose un problème. Eh bien, le truc, c'est que quand on a un effondrement de la civilisation, on peut exactement y voir le même effondrement de la religion. Pourquoi ? Quand vous avez un territoire qui est assez homogène, qui défend la même religion, c'est du solide. Quand vous commencez à y incorporer d'autres corps,
vous avez un élément chimique peut-être qui transforme ce solide en liquide, et là, il n'y a plus de place, vous voyez, ça vaque un peu partout, quoi. Ça va dans tous les sens. Et à partir de là, ça taille la pierre, si je puis dire. Si je vous fais ce jeu de mots, vous voyez, de la rivière qui, d'un coup, entraîne un courant, et la pierre, elle pensait être, vous voyez, le côté mégalithique, ce gros morceau-là, qui était là, imposant. Et au fil du temps, par cette eau qui va passer, donc par ces peuples, par ces langues, par ces différentes croyances, eh bien, ça y est, le roc part en poussière. Il est taillé, il a laissé court, quoi. Mais là, c'est la même chose. Quand on nous laisse entendre que l'on va, quelque part, réunir les notions abrahamiques, juifs, chrétiens, musulmans ensemble, c'est finalement anéantir les trois religions qui peuvent exister, au profit de quelque chose de nouveau. Et entre autres d'un socialisme qui se veut de la dynastie de l'esprit. Et le socialisme lui-même porté, vous le verrez, par Kalergi. Revenons-en à ce qui était écrit. Donc on parlait de la Rome qui s'est renversée, comme pour les religions. Dans son dialogue intitulé Le livre des lois des pays, il décrit les caractères propres des nations et met sur le même plan la polyandrie chez les Bretons et la volonté de domination chez les Romains. À partir de là, l'universel passé à la toise devient lui-même une particularité. C'est le même raisonnement que nous trouvons aujourd'hui chez les adversaires de l'Occident. Notre universel est en réalité une particularité et ce que nous avons appelé notre mission civilisatrice, un simple désir de domination. Sauf que, en fait, le discours qui se laisse répandre, c'est de dire qu'il y a le méchant Occident, d'accord, qui voulait universaliser ses valeurs, et que de l'autre, il y a du multipolaire, ce qui est entièrement faux. Regardez à quoi prétendent les pays arabo-musulmans. À la conquête à laquelle ils ont échoué, on va dire au 8e, 9e, 10e siècle, quand ils sont allés en Espagne, et puis ils ont tenté de monter en France, et au niveau de Poitiers, hop, tu retournes d'où tu viens là. Tu vois, t'es pas le bienvenu ici, c'est pas ta civilisation. Eh ben, ils tentent de refaire la même chose, 1500 à 1800, on a les barbaresques. Hop, pareil, depuis la péninsule ibérique, ils arrivent à prendre, on va dire, certains terrains au sud de la France. De nouveau, les Français, ils se réveillent. Et ils vont faire, en effet, une colonie en 1800, puis 1830, etc., au niveau de l'Algérie. D'accord, redécouper même l'Algérie et créer en soi ce qui était un territoire désert, là où il n'y avait que barbares. Eh bien, on voit qu'on les chasse. Et de nouveau, on redevient gentil. C'est-à-dire, on tend la joue, il a marre, on retend l'autre joue, ils continuent, ils en prennent plaisir à violenter nos territoires, nos populations, nos croyances tout autant. Et il y a le réveil qui va se faire. Donc, ils vont être à nouveau chassés. D'accord ? C'est important à comprendre ce renouveau. Et eux, ils nous laissent entendre, parce qu'ils se placent en victime, vous voyez, sous taquilla, toujours la dissimulation de leurs dogmes, de leurs croyances, de leurs pratiques également. Donc, en guerre de type 4, ils viennent chez nous, et les pays comme l'Algérie ne disent pas qu'ils font la guerre à la France. Mais les criminels et les délinquants de leur territoire, eh bien, ils déchirent leur passeport, ils les mettent pas en prison, ils les mettent sur un bateau et direction l'Occident. C'est-à-dire, ils savent que ça, c'est la gangrène de leur peuple. Le mieux pour eux, c'est que cette gangrène, elle leur coûte pas d'argent. Au lieu de les entretenir dans des prisons, ils se disent, on a mieux à faire. On va déstabiliser notre adversaire qu'est la France. Mais sans le déclarer officiellement. Et voilà qu'on se retrouve chaque jour sur notre territoire, nous Français, avec des OQTF qui viennent, qui sont privilégiés. Ils ont des assos à leurs petits soins pour les nourrir, pour les loger, pour encore les aider dans les démarches administratives. Bref, en veux-tu, en voilà, des financements, il y en a partout. Jusqu'à même leur payer des avocats. Vous dire la folie. On est le seul peuple à faire ça. Et les OQTF qui font des délinquances, des crimes, des coups de couteau gratuits, des vols de téléphone, des harcèlements, des viols, bref, tout type de crimes comme je vous dis. Et quand on dit c'est l'heure maintenant de retourner dans votre pays, ben là, il y a le refus pour donner les visas. Eh bien ça c'est ce qui s'appelle une guerre de type 4. C'est-à-dire que dans ta population, t'es troublé parce que tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, tu veux expliquer qu'il y a un problème avec l'immigration, mais t'es pas un racialiste. Vous voyez, malgré les discours qui sont laissés entendre, ouais, l'extrême droite, c'est des racistes, c'est faux. Donc, quand tu vois un noir ou un arabe, tu peux pas dire, ah oui, c'est directement un délinquant, lui, c'est un criminel. Tu peux pas. Tu vois, tu laisses le peuple et l'espérance, entre guillemets, mais ils seront majoritairement de bonnes personnes dans ton territoire. Et donc, à partir de là, quand tu peux pas distinguer dans ce lot de nouveaux arrivants le criminel de celui qui vient par amour de ton pays ou encore pour augmenter, je sais pas, ses connaissances par les universités, t'en arrives à l'effondrement de ton pays. Comme ça a été le cas pour les Romains avec les barbaresques. Certains venaient peut-être pour être engagés dans leur corps armé, mais bon nombre venaient surtout pour les détruire de l'intérieur. Profiter des femmes qu'il y avait dans ces territoires, des richesses tout autant et de bien d'autres choses encore.
Et là, on vit le même phénomène. Et ils se font passer tous pour des victimes face à ce méchant mastodonte occidental qui veut universaliser ses valeurs. Mais ils oublient que dans leur tradition, comme je vous faisais part de ce principe arabo-musulman de conquête de territoire, 7e, 8e, 10e, ils échouent, ils reviennent 15e jusqu'au 18e, et ils échouent à nouveau, et là aujourd'hui ils reviennent, et ils se font passer en victimes, soi-disant qu'ils ne veulent pas universaliser leur dogme. C'est ça qu'il faut comprendre, ils viennent chez nous pour nous pirater de l'intérieur. Mais il y aura le réveil, parce que ce qui s'attaque au Christ échoue toujours. Et en l'occurrence, tous ces gens-là, communistes, socialistes, sionistes, islamistes, sont les haineux de l'agneau, c'est-à-dire de cet agneau immolé qu'est le Christ ressuscité après avoir fait son sacrifice à la croix. Et ils s'attaquent à notre peuple, et nous, vous voyez, on est quand même accusés de bien des mots, mais pourtant on est les plus sympathiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé réparation pour l'esclavage sur les blanches ou les eunuques, les petits chrétiens qui étaient enlevés. On a passé ça. On n'a pas rappelé le mot slave, ce qui signifie à la base. Les traites, eh bien pareil, de petits chrétiens, de chrétiennes, etc., depuis l'Europe de l'Est, qui subissaient tous ces trafics en question. On réénumère jamais tout ça, parce qu'en fait on passe à autre chose, on est dans le pardon. Eux ne le sont pas, ils sont dans la loi du talion. C'est-à-dire que c'est même plus œil pour œil, dent pour dent. C'est d'une victime du passé, on en veut 10 aujourd'hui. Et dans le futur, on en voudra encore 10. Et ils demandent des réparations pour ce qu'ils n'ont même pas subi. Et donc ça amène à tous ces conflits dont on parle, entre autres de ce choc des civilisations. Regardons la suite de ce qui est inscrit. Il ne s'agit pas ici de s'étendre sur la signification que les écrivains de cette époque prêtaient au terme démocratie, mais en tout cas cela signifiait une liberté qui part d'en bas, une liberté de désigner soi-même et de ne plus dépendre des modèles extérieurs considérés comme des parangons. Le premier usage du mot démocratie, après les Grecs, traduit l'explosion des particularités nationales surgies dans la décomposition de l'Empire universel. Le grand envoûtement. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une configuration analogue. La mise en cause et la défaite de l'universalisme européen laissent se déployer à la fois des nations revendiquant leur identité et leur puissance, Inde, Turquie, et des empires revendiquant l'universel pour eux-mêmes, Russie, Chine. Néanmoins, il faut préciser que contrairement à l'Occident, les empires russes et chinois ne prétendent pas à cet universalisme rationnel qui considérait plutôt les droits de l'homme comme les référents ontologiques valables pour tous les humains dans le temps et l'espace. Les deux empires en question ont bien conscience de la particularité de leur culture civilisationnelle. Ils ne prétendent pas que tous les peuples sont voués à leur ressembler, mais ils considèrent leur civilisation comme tellement supérieure que les autres sont finalement donnés pour des sauvages. C'est un type de prétention universaliste, appuyée non plus sur la rationalité comme l'était la prétention occidentale, mais sur l'excellence, qui dès lors justifie l'hégémonie, plus proche de celle de la Rome ancienne. Les agissements sont toujours ceux d'un empire. La Chine et la Russie se comportent comme l'Occident, il y a peu, une volonté d'expansion permanente, des frontières flottantes et la conquête faite au nom du bien. L'universel occidental se réserve, ou plutôt se réservait, le droit d'intervenir partout où les droits de l'homme étaient bafoués, devenant, comme le disait Pierre Manent, un empire sans empereur. La Chine et la Russie se préservent le droit de s'étendre, et se réservent le droit de s'étendre militairement et économiquement, à la mesure de leur volonté, en raison de leur supériorité culturelle et de l'idée qu'ils s'en font. Quand une nation fait la guerre à son voisin, elle a conscience de s'emparer d'un territoire étranger et en cas de victoire, de le faire sien. Un empire, au contraire, ne fait jamais la guerre. Il ne s'empare que de ce qui est déjà à lui, parce qu'il a tendance à penser qu'au fond, tout est à lui. Jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas en Chine un ministre des Affaires étrangères, mais un bureau des affaires de toutes les nations. Il est le monde, sans dehors sinon le diable, tandis que les nations se nourrissent de leurs particularités, mais parce qu'elles sont nombreuses dans leur genre, et plus ou moins égales, elles ont une chance d'accéder à un universel pacifique en se comparant sans cesse à leurs semblables. Cela n'est pas donné à un empire qui n'a pas de semblable et se trouve par définition seul au monde. Il est surprenant de constater à quel point l'empire culturel occidental s'est rapidement décomposé. Cela s'est fait du dedans avant de se faire du dehors.
La conquête occidentale des terres avait été violente et générale. Depuis l'arrivée des Espagnols en Amérique, c'est quand même un génocide des Amérindiens, ça, on l'omet pas, la prise de l'Algérie, bon là, c'est une revanche des Français, il faut pas le transformer en une colonisation des méchants Français, la rivière sanglante laissée par les Boers, ou encore le génocide des Héréros et des Namas par l'Allemagne. Simple exemple qu'il faudrait multiplier. L'enthousiasme à conquérir a été une sorte d'exaltation et les Britanniques, particulièrement le Britannique Cecil Rhodes, Premier ministre de la colonie du Cap, disait, je cite, « Si je pouvais, j'annexerais les planètes. » Fin de citation. L'impérialisme occidental a été si infus, si massif, qu'il était considéré comme un grand jeu au cours duquel nous luttions pour des pays à l'instar d'enfants devant leur monopolie. Aujourd'hui, la prise de conscience de ce que cela représentait, comme hubris, donc démesure, nous laisse pantois et saisis de remords. Et tout cela s'est fait sur fond de justification conceptuelle, puisque nous étions persuadés derrière Khan Patoka et bien d'autres, Hegel par exemple, que le début de l'histoire semble bien coïncider avec le début de l'histoire européenne. Fin de citation. Les autres cultures étaient la préhistoire. Nous marquions l'apparition de l'histoire, montrant le chemin pour la terre entière. Et cette vision du monde occidental centré était tout naturellement légitimée par l'évidence désarmante avec laquelle les autres voulaient nous ressembler. Cette attraction et même cet envoûtement sont encore bien présents. Demandez aux femmes iraniennes ou afghanes dans quelle culture elles préfèrent vivre. Et les immenses migrations de gens qui votent avec leurs pieds vont toujours vers l'Occident. Et n'émigrent pas en Inde, ni en Chine, ni en Russie, quand on a le cœur gros et l'estomac vide. Donc on remarquera aussi, au passage c'est intéressant, que tous ceux qui veulent dénoncer l'emprise coloniale de l'Occident, quand ils déménagent pour les classes moyennes et qu'ils arrivent avec des passeurs, ils vont pas en Russie, ni en Arabie Saoudite, ni encore en Iran ou autre. Non, ils vont en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. C'est bizarre. C'est bizarre. D'un côté, ils disent on est raciste, on les discrimine, mais le premier pays, on va dire les premiers territoires sur lesquels ils se rendent, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est en fait l'Occident, quoi. Et c'est la dichotomie totale. C'est-à-dire le seul endroit également où ils détestent finalement ce que l'on est, parce que bon nombre de musulmans, sourate 9, versets 29, 30, 31 et leur attente eschatologique d'Al-Mahdi, détestent les chrétiens. Et ils vont sur des territoires chrétiens. C'est-à-dire qu'ils n'émigrent pas, vers la Turquie, vers l'Arabie Saoudite, vers les Émirats Arabes Unis. Non, ils viennent chez nous pour chouiner après sur notre territoire et s'inventer des persécutions, des discriminations, des pleurniches à foison. Ils pourraient remplir des récipients et je pense qu'ils prendraient leurs larmes pour, voyez-vous, le fruit d'un récipient du Graal qui leur amènerait une longévité. Cette situation passée de conquête planétaire, tous azimuts, a laissé chez nous finalement des remords et une sorte de haine de soi, et chez les autres une volonté farouche et impuissante pour tenter de se désenvoûter. Cette volonté, parce qu'elle est impuissante, confine à la détestation. Ainsi, le moment présent consacre le passage de l'empire occidental universaliste, empire culturel se voulant unique au monde par définition, puisque toutes les nations étaient destinées un jour ou l'autre à le rejoindre aux empires et nations culturellement pluriels. Je voudrais rajouter autre chose. En Occident, je pense qu'on est les seules nations, vous prenez la France, vous prenez l'Allemagne, vous prenez encore l'Amérique, ou je peux vous citer également la Grande-Bretagne. Prenez les personnes de souche dans ces pays, la plupart ils ont honte de l'histoire. Par contre, rendez-vous, en Algérie, rendez-vous en République du Congo, ou encore en Afrique du Sud, demandez-leur s'ils sont fiers de leur histoire. Peu importe ce qui s'est passé d'ailleurs, s'ils aiment leur pays. La plupart, ils vont vous dire avec fierté, peu importe où ils vont aller d'ailleurs sur la planète, qu'ils sont fiers d'être de ce pays, qu'ils sont fiers de leur culture, qu'ils sont fiers de l'héritage et de tous leurs ancêtres. Pourtant, il y a eu de l'esclavage, il y a eu des conquêtes de tribus, il y a eu des crimes contre l'humanité, il y a eu des croyances des fois qui étaient mauvaises dans le passé, etc. Mais ils s'assoient dessus parce que, en fait, ils font le bon grain de livret, voyez, ils ont fait le tri. C'est-à-dire, ils vont pas avoir de l'autodétestation d'eux-mêmes. Ils savent que l'humain, il est perfectible, donc il n'était pas parfait. Et il ne l'est toujours pas. Donc il y a des erreurs dans son histoire d'appréciation ou d'engagement par incompréhension des enjeux politiques ou encore de ce qu'allait advenir, parce qu'on avait la confiance ou non des autorités. Ce que l'on voit dans l'expérience entre autres de Milgram.
se soumettre à l'autorité, ou dans l'expérience de Solomon Asch, se soumettre à la conformité, les autres agissent comme ça, j'agis comme ça. Mais si on se met tous dans la même condition, tu vois, de dire lui il agit comme ça, donc je vais faire pareil, par mouvement mimétique, finalement, on crée un mouvement de vague. Mais vous voyez, chacun reproduit ce que l'autre fait, mais ils avancent pareillement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils suivent uniquement l'orateur ou encore celui qui leur a été présenté comme le leader. Et ils ne suivent plus vraiment leur logique, leur intérêt, ce qu'ils pourraient éprouver de l'esprit, par exemple. Eh bien, en Occident, c'est ça le problème. C'est qu'on ne veut pas reconnaître que l'humain était imparfait, et donc qu'il peut y avoir des erreurs dans notre histoire, comme des magnifiques choses, des constructions, ou encore un savoir-faire, de l'artisanat et bien d'autres choses. Non. Ils en sont arrivés à la détestation de ce que représente l'occidental, à la détestation de la chrétienté, à la détestation de l'homme blanc, par exemple. Ça, c'est la réalité. Parce que l'école les a matrixés. Par qui? Par des socialistes sectaires. Ceux qui haïssent ni patron, ni Dieu. Mais les mêmes qui vous disent ça ont créé leur propre dogme, se prennent pour leur propre Dieu, l'homo deus, après l'homo novus, celui qui est monté dans la connaissance, ça y est, ils sont enorgueillis et ils voient qu'ils sont dans leur propre temple. D'ailleurs, ils ont même pour certains l'audace de vous faire des temples maçonniques, en disant que là, c'est le lieu de leur grand architecte. Et quand tu vas dans l'ésotérique, c'est-à-dire le symbole profond de ce qu'est l'architecte, c'est finalement la création des hommes. Donc la pierre de l'homme qui édifie finalement l'architecture, donc l'ingéniosité, la pensée, vous voyez, c'est-à-dire il y a le plan, comment je pourrais dire ça, de l'action, et il y a l'instrument. Donc le plan finalement, ce serait celui de l'homme, et l'instrument, ce serait celui de ses outils. Vous voyez, qui aboutissent à bien des choses. Alors que dans la vraie dimension d'un architecte, normalement, ça serait le vrai plan, celui qui met en action, c'est Dieu, et l'instrument, c'est l'homme. Vous voyez, il est face en image, et donc il actionne les choses. En tout cas, il active les leviers, si je puis dire. Eux, ils ont tout transformé. Et on en arrive justement à cette hérésie-là. Malheureusement. Et de cette construction, vous le voyez. Des gens donc, qui se veulent socialistes en disant ni patron ni maître, mais qui créent leur propre dogme, finalement leur propre culte, qui voudraient même être adorés pour certains en se disant philologue, en se disant philosophe, ou encore en s'arguant de bien des titres qui sont autoproclamés, eux qui se veulent révolutionnaires de l'humanité. C'est-à-dire, ils ont d'abord attaqué l'Église parce qu'elle était trop solidaire, elle aimait les pauvres, elle faisait en sorte que les plus nécessiteux aient voix au chapitre. Ils ont fait en sorte d'attaquer tout ça de l'intérieur pour après proclamer leur propre socialisme, celui qui devrait s'imposer. Et en plus, vous les remarquez, ces gens-là, dans, entre autres, leur malhonnêteté, c'est qu'ils sont contre le capitaliste, ces salauds de patrons, mais la plupart, dès qu'ils peuvent s'organiser soit en auto-entrepreneur ou soit en petite PME, ils n'hésitent pas à le faire. Donc ils recrutent, et ils se servent du système. Ils font leur richesse sur ça. Énormément sont propriétaires. Et ils ne vont pas être dans des logements auprès des plus pauvres, des démunis ou encore des ouvriers. Ils vont être dans des endroits assez huppés, assez chics, séparés de la plèbe. C'est du Mélenchon, c'est ces gens-là, vous voyez, qui se donnent, on va dire, bon augure, une certaine apparence. Dans leur discours, vous le voyez très bien, ils vous font des grandes tirades comme ça, mais c'est que de la diatribe. Quand vous allez au fond de leurs idées, il n'y a rien, vous voyez, c'est que du dégueulis, que des choses, allez, on prend des concepts, on les tire en gros traits, on joue sur l'émotionnel, et on en sort la raison. Sous-entendu, on va abolir le capitalisme et les inégalités s'effaceront, mais pas du tout. Même avant, quand il y avait le troc, c'était déjà inégal. Et le pire, c'est que dans la situation du troc, c'était encore, on va dire, plus disqualifiant que dans l'échange d'un argent où tout le monde a la même valeur. Parce que le troc, si tu avais des produits à échanger et que tu avais une visée spécifique pour un objet, tu devais passer par des intermédiaires, donc tu étais spolié encore plus de ce que tu avais, pour aboutir à ton résultat. Alors qu'aujourd'hui, comme on est sur un même piédestal, on va dire l'équivalent, quand tu es dans un pays, c'est la même monnaie. Donc il n'y a pas de différence. Tu vas au marché, on ne dit pas, tiens, toi, tu paieras ça, et l'autre, par ses intermédiaires, il va payer plus. L'argent a rendu, on va dire, depuis, je crois que c'était le Perse, là, avec, entre autres, Crésus, si je ne dis point de bêtises, qui avait compris à peu près le système et l'intérêt qu'il y avait dans ça. Après, ça a été perverti. Donc c'est à nous de retrouver une juste mesure. C'est comme le patronat est un intérêt. C'est lui qui va finalement structurer la chose d'en haut, qui va des fois mettre son argent en jeu ou prendre en risque son terrain. À le mettre en hypothèque au plus grave des cas.
si sa boîte ne fonctionne pas. Donc il prend des risques. Il fait en sorte de passer des commandes pour avoir le bon matériel, respecter les équipements de protection individuelle tout autant. Donc mettre des conditions pour le travailleur, ce qu'on ne pouvait pas forcément retrouver quand il n'y avait pas des mastodontes qui se structuraient, parce que c'était chacun pour soi. Après, on a eu les corporations, les artisans qui essaient de se structurer justement dans leurs liens d'intérêt. Mais c'est pas en disant l'ouvrier, ce qu'il produit, tout doit lui revenir, pas du tout. Parce que l'ouvrier, s'il devait de lui-même tout seul aller prendre déjà le matériel qui lui permet de travailler le matériau, aller également acheter le matériau, il lui faudrait des années avant d'accéder à ça. Donc il sera encore plus dépossédé de son travail. Avant de pouvoir, ne serait-ce que de s'accaparer des premières choses pour pouvoir travailler et faire un produit fini. Et pareil, pour le produit fini, aurait-il l'intellect ou devrait-il acheter, ou je ne sais comment, troquer ou encore s'accaparer d'une autre façon, les plans pour, je ne sais pas, par exemple, produire une table. Donc derrière, c'est en fait, quand vous rentrez dans le cœur de leur dogme, où on va tout renverser, la donne, il n'y a plus de patron, et puis les travailleurs, tout son fruit doit lui revenir, ça n'a aucun sens. Comme la collectivité ou l'esprit de l'appartenance des objets à ce collectif de l'humanité, ou je sais plus comment ils appellent ça là. Tout ça, c'est de la fourberie. Et c'est pour mieux jouer et finalement de l'émotionnel des gens, les manipuler et être, voyez-vous, dans ce système, c'est-à-dire d'orateur qui peut faire sortir des foules dans la rue, à l'iraison, à tout casser, à foutre le bordel et même à mettre un pays ou une entreprise à l'arrêt, donc la pression au patron, et en même temps en privé être la gauche caviar qui copine avec les patrons. C'est-à-dire, là, ok, d'accord, tu veux pas m'arranger sur ça ou tu veux pas me donner des parts de marché, pas de problème. Je vais les faire sortir dans la rue. En gros, c'est ça. Et la plupart de ceux qui sont bien à gauche, ils prennent le peuple pour des gueux, pour des idiots, pour des gens qu'on peut, comme ça, vous voyez, par regarder LFI. Ils font des danses, ils sont là en train de se mettre en animation sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, parce qu'ils disent, tiens, en faisant une danse, par exemple, je fais une danse africaine, eh ben, je vais toucher ces mamas africaines, celles qui sont encore, on va dire, avec leurs certaines tenues, traditions de leur pays d'origine. Mais ça, il n'y a pas plus raciste, en fait, qu'un gauchiste. C'est-à-dire, ils vont pas jouer dans leur intérêt pour parler comme si c'était des humains. Non, ils vont les prendre comme des bébés ou comme des... Enfin, respectons les handicapés, même respectons les bébés, mais voyez, ils vont les prendre pour des enfants, quoi. Donc, ah, tiens, on va faire une danse. Elle, comme j'ai fait une danse avec un son africain, bah, elle va croire qu'elle est touchée, qu'on l'aide. Ça, c'est de la manipulation, vous voyez, c'est finalement du marketing. Les mêmes qui dénoncent, eh bien, les manipulations et du packaging, quoi. Ils ne sont que ça, finalement. Voilà pourquoi la gauche refuse de débattre avec la droite, et voilà pourquoi vous avez des mouvements antifascistes qui disent « Nous ne débattrons jamais avec ces soi-disant fachos ». Parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun argument, que quand vous arrivez face à eux, bah, ne serait-ce que le peu de culture que vous avez, et quand vous commencez à être réunis à 2, 3 comme ça, ou 4 ou plus, ils sont en panique totale, ils n'ont rien. Sur le fond, ils n'ont que des slogans, ils n'ont que des assertions, mais rien pour eux. Et ça, c'est leur problème, et ça leur fait mal. Et on triomphera de toute façon, parce qu'il est dit au début était le Verbe, et le Verbe de Dieu au double tranchant, hein, en l'occurrence le Christ, viendra, et nous-mêmes, étant dans la philosophie et dans la reproduction finalement de ce message où on ne combat pas par des épées, où on ne prend pas des calaches, et nous ne sommes pas des lâches, nous agissons avec intelligence. Et voyez-vous, pour le bon, pour le beau, on utilise le langage, la connaissance, le savoir. Alléluia. Bon, j'ai un peu tiré en longueur, on devait terminer normalement l'article. Je vous avoue qu'on verra ça plus tard, déjà 1h03, c'est pas mal. Je vous souhaite une excellente journée, très belle semaine. J'espère pour vous qu'elle sera productive, en savoir, en épanouissement, en relation, en tout. Soyez bénis, alléluia. Connaissez la voix du Christ et vous verrez. Pour les intéressés, j'ai sorti une émission de 3 heures sur un livre qui nous était vendu par un musulman, qui a traduit le Coran en plus en français, qui se voulait avec 100 preuves irréfutables. On n'est qu'à 50 pages, et il y a déjà, je crois, 4 ou 5 réfutations, dont l'une des plus importantes sur le paraclet. Non, Mohammed n'est pas le prophète annoncé, Mohammed n'a pas été annoncé ni par Isaïe, ni par Jacob, et encore moins par Jésus-Christ. Le paraclet dont il était question est ni plus ni moins que Jean de Patmos, apôtre du temps de Jésus, et quand celui-ci est ressuscité, donc c'est-à-dire sacrifié à la croix, il devient le prophète qui était attendu. Alléluia. Merci pour vous, la victoire nous a assuré, je vous dis à très bientôt.